Chers amis, bonjour ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin en direct du pôle média à Belle de Mai et plus particulièrement en direct des locaux de Marseille Innovation que nous remercions de nous accueillir pour cette édition du FilmEd Provence 2020. Vous l'avez compris, une édition FilmEd Provence 2020 très inhabituelle puisque totalement digitale, mis à part nos intervenants que vous allez découvrir dans quelques instants, mais évidemment totalement sanitairement correcte, si je peux employer cette expression. Donc nous avons dû nous passer de vous, chers amis, de vous voir, de vous croiser, d'échanger ou d'échanger nos cartes. Mais nous espérons que ce n'est que partie remise et que l'an prochain, pour les FilmEd 2021, nous pourrons nous voir enfin. Cela sera un très bon signe. Chers amis, je vous propose de découvrir les intervenants de cette deuxième conférence qui aura pour thème « Financement de la croissance, nouveaux usages ou nouveaux acteurs » dans ce financement-là. Et je vous propose tout de suite de découvrir le premier de nos intervenants, Pierre Joubert. Pierre Joubert, bonjour. Vous êtes le directeur général de Région Sud Investissement, le bras armé du financement de la région Sud. Évidemment, vous allez nous dire comment la région met en place aujourd'hui une espèce de boîte à outils, une feuille de route pour accompagner nos entrepreneurs. Françoise Vialbroco, bonjour. Vous êtes déléguée régionale de l'Association française du Family Office et senior manager chez un Family Office Faire. C'est ainsi qu'il s'appelle et vous nous direz pourquoi et comment le Family Office, dont je vous rappelle que nous parlons depuis plus de 3 ans au FilmEd, nous avons été un des premiers à en parler, comment le Family Office, et au passage vous allez nous dire ce qu'est le Family Office, mais comment le Family Office, qu'il soit mono ou multi-Family Office, intervient dans le financement de nos startups et c'est un mouvement plutôt récent mais déjà avec une grande ampleur. Pierre-Jean Rogel, bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence Sud du groupe Dinergie. Innovatech, c'est le nom de l'agence sur notre territoire. Et le groupe, c'est Dinergie. Vous allez nous dire comment l'innovation n'est pas simplement un élément de la stratégie, mais un élément fondamental du développement de l'entreprise. Et enfin, Thomas Gorgis, bonsoir. Bonjour, plutôt, pardon. Thomas, vous êtes senior directeur chez Transaction Services chez Deloitte Méditerranée, un fidèle du FilmEd. Bonjour Thomas et merci d'être à nos côtés à nouveau cette année. Alors, chers amis, je vous propose tout d'abord effectivement une espèce de tour d'horizon assez rapide de ce point d'étape après les 7 mois si inhabituels que nous venons de vivre, pour nous dire finalement comment vous percevez la situation dans vos métiers respectifs. Et je vais commencer par Pierre Joubert. Je rappelle que vous êtes directeur général de Région Sud Investissement, le bras armé du financement de la région pour nos entrepreneurs. Alors comment vous percevez ces quelques mois si inhabituels de cette crise sanitaire et économique, et comment vous voyez les quelques mois à venir grâce finalement aux actions que vous allez pouvoir nous dévoiler aujourd'hui? Oui, merci Francis. Le premier constat qu'on fait, c'est qu'on a eu un décalage dans le temps par rapport au projet. Tout le monde effectivement a mis en stand-by quand même pas mal à la fois des nouvelles prises de participation. Bon, évidemment, l'activité prêt avec les PGE a été considérablement renforcée. D'ailleurs, beaucoup de sociétés ont bénéficié effectivement de ces PGE et ont reporté globalement leur levée de fonds tant qu'elles pouvaient. Donc on a eu effectivement pas mal de décalage à ce niveau-là. On a continué à avoir une activité relativement forte à Région Sud Investissement. C'est relativement classique quand il y a des périodes de crise. On l'avait connu en 2008, on le reconnaît encore aujourd'hui, même si les raisons ne sont pas les mêmes. Généralement, on se tourne vers des financements publics relativement facilement. Donc là, il y a eu du privé avec le PGE, mais avec les garanties. Et nous, on a continué à avoir une activité relativement soutenue pendant ce temps-là. Vous avez continué d'investir dans des startups du territoire? Oui, des startups et des sociétés. On n'investit pas que dans des startups, on a investi dans des TPE, dans des PME. Ça a continué, on a eu effectivement beaucoup de comités, les comités ont continué, la tendance a été exactement la même qu'avant la crise. Le décalage qu'il y a eu par contre, c'est effectivement que ce qu'on appelle les closings globalement, c'est-à-dire le fait de clôturer les tours de table a été décalé dans le temps. Donc on avait anticipé globalement pas mal d'opérations autour du mois de juin qui ont été décalées plutôt soit en septembre, soit plutôt en fin d'année. Donc un décalage, c'est le premier constat que vous nous donnez, mais vous allez tout à l'heure nous donner quelques-uns des nouveaux outils mis en place par la région, et notamment grâce à Région Sud Investissement pour accompagner le financement de nos entreprises. Merci Pierre pour cette première prise de parole. Françoise Vialbroco, je rappelle que, bonjour, vous êtes une habituée du FilmEd aussi, on vous en remercie évidemment. Je rappelle que vous êtes la déléguée régionale de l'Association française du Family Office. Alors, on reviendra tout à l'heure dans le détail de ce que c'est que le Family Office et comment il intervient, mais vous avez peut-être une vision, vous, également territoriale comme Pierre Joubert, sur l'évolution de la demande de l'entreprise. Est-ce que vous avez perçu un arrêt, un maintien, voire même une accélération de l'action du Family Office sur le territoire depuis quelques mois?
Oui, donc merci Francis et merci d'avoir invité le Family Office pour la 5e fois consécutive sur le FeedMed. En fait, je vais un petit peu être d'accord avec Pierre. On n'a pas du tout vu, en tout cas au niveau des investissements des familles, un arrêt brutal de la volonté et des perspectives d'investissement dans le private equity. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a eu un attentisme peut-être un petit peu quelques reculs, mais par contre, bien peut-être des opportunités avec des valorisations qui ont parfois un petit peu baissé, parce que c'est vrai qu'avant la crise, on avait des valorisations assez élevées et pas mal de family office donc se détournaient un petit peu de cette classe d'investissement le private equity. Et là aujourd'hui, non, on a profité, on a vu qu'il y avait l'innovation qui a été développée pendant ces 2 mois d'arrêt, et aujourd'hui vraiment une continuité de la volonté d'investir dans le private equity, sachant que c'est une classe d'actifs qui permet de diversifier le patrimoine des familles, et avec donc la baisse des marchés financiers, aujourd'hui c'est effectivement une opportunité qui est encore plus regardée. Merci Françoise, vous nous donnez envie d'en savoir plus sur le Family Office, on va y venir tout à l'heure. Pierre-Jean Rogel, bonjour, bienvenue au FeedMed. Même si Innovatech est habitué du FeedMed depuis quelques années, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur d'Agence Sud Innovatech, je l'ai dit tout à l'heure, spécialisé dans le crédit d'impôt recherche, et on va voir, c'est une source formidable de financement de nos entreprises, mais pas que. Vous êtes aussi, vous apportez sur le territoire une dimension, celle du groupe d'énergie, qui consiste à appréhender l'innovation comme un véritable moteur de la croissance de nos entreprises. Vous êtes arrivé sur notre territoire il y a quelques mois, avant la crise finalement. Il n'y a pas de lien, je rassure nos auditeurs et ceux qui nous suivent, évidemment. C'est une boutade bien sûr, Pierre-Jean. Comment constatez-vous le territoire? Comment observez-vous le territoire après ces quelques mois, vous qui êtes assez nouveau sur ce territoire? Comment vous constatez la demande sur le CIR et l'évolution de la demande de nos entreprises? Merci Francis, merci de m'accueillir pour cette édition du FeedMed. Effectivement, Innovatech est habitué d'énergie un peu moins. Donc c'est un plaisir de vous retrouver ici avec ces acteurs sur ce territoire. Écoutez, nous ce qu'on constate, c'est que le CIR, voilà, c'est toujours un outil formidable pour les entreprises qui est vertueux pour soutenir leur R&D. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact pour les entreprises, en fait, il sera presque plus sentir l'an prochain au niveau du CIR, étant une activité acyclique. C'est l'an prochain qu'on va déclarer les dépenses de R&D, les travaux de R&D qui ont peut-être été un peu réduits cette année, notamment dû au confinement. Ceci dit, c'est aussi un moment pour repenser sa stratégie de R&D, voilà, pour prendre du recul, pour voir quelles sont les nouvelles opérations qu'on pourrait lancer. Et ça, c'est intéressant. Et donc, on met avec nos clients à profit le temps de cette année, cette petite peut-être accalmie, en attendant que les choses repartent pour structurer ça. Voilà. Donc un creux sans doute temporaire, bien sûr, on l'espère, dans le montage des dossiers du CIR. On reviendra sur les fondamentaux du crédit d'impôt recherche et tous les bienfaits que Innovatech peut en tirer pour le financement de nos entreprises. Thomas Gorgis, bonjour. Vous aussi, vous êtes un habitué du FeedMed et on vous remercie d'être à nos côtés. Je rappelle que vous êtes directeur M&A Transaction Services chez Deloitte Méditerranée. Alors Thomas, on va voir avec vous tout à l'heure la manière dont on doit parler à nos professionnels du chiffre, à nos banquiers aujourd'hui après la crise. Qu'attendent-ils de nous? Qu'attendent-ils de professionnels comme vous et quel type d'informations ont-ils besoin d'avoir aujourd'hui? Et vous êtes en première ligne sur ces sujets. Mais la même question qu'à nos 3 autres intervenants, votre sentiment sur le territoire aujourd'hui, comment observez-vous les PME et les entreprises que vous suivez? Quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a plutôt de l'accalmie dans une crise dont on a dit tout à l'heure qu'elle était asymptomatique pour l'instant? Je parle de la crise économique évidemment, ou pas. Quelle est votre vision du territoire aujourd'hui? Bonjour Francis et encore merci de nous recevoir. Ma vision, je vais partager ce qu'ont dit également les précédents intervenants, c'est qu'il y a eu donc en termes de processus transactionnel un ralentissement sur les premiers mois qui ont suivi le confinement et le déconfinement. On avait anticipé une reprise des process plutôt vers janvier et on constate qu'il y a de plus en plus de dossiers qui commencent à être regardés dès le mois de septembre, puisque comme il a été dit lors de la première conférence, il y a des acheteurs potentiels. C'est le nombre de dossiers en fait à la vente qui avait été
un petit peu ralenti et revu en fonction des impacts de cette crise sur l'activité et notamment l'anticipation de la reprise. Si la reprise allait être sur les prochains mois de 2020 ou un peu plus longue sur le premier, voire le deuxième semestre de 2021. Donc les dossiers à la vente se sont un petit peu ralentis, mais en revanche, à l'achat, il y a de plus en plus de dossiers qui commencent à être regardés depuis le mois de septembre. Donc vous confirmez qu'il y a des acheteurs sur le marché Exactement. et peut-être des vendeurs en moins grand nombre, compte tenu peut-être de la baisse des valorisations, on va en reparler tout à l'heure. Exactement. Merci de ce premier tour d'horizon, chers amis. Je voudrais revenir avec vous, Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement, je le rappelle, sur la feuille de route qui est la vôtre pour les mois à venir. Je crois que vous avez quelques annonces à nous faire. Vous allez mettre en place des outils, une boîte à outils, pour que nos entrepreneurs soient mieux financés, encore mieux financés par Région Sud Investissement. Nous sommes à votre écoute pour ces annonces, mon cher Pierre. Oui, effectivement, la région a observé effectivement ce qui se passait au niveau de la vie économique et a décidé effectivement de développer avec Région Sud Investissement de nouveaux outils, des outils permettant effectivement de repartir, de réaccélérer, de rebondir sur le décalage des projets de développement qu'il y a eu. Donc on a commencé à lancer depuis la semaine dernière, commencer à communiquer globalement sur un nouveau prêt qui est un prêt participatif ou des obligations convertibles avec des taux relativement bas, puisqu'ils sont même, on va dire, ridiculeusement bas, mais c'est vraiment pour que les sociétés puissent effectivement y avoir accès. Un prêt qu'on appelle le RSI Covid. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à trouver. Il est vraiment destiné aux sociétés qui ont souffert sur leur secteur d'activité et de manière très factuelle, parce que évidemment les conditions sont telles qu'on est quand même obligé de sélectionner un petit peu les sociétés qui ont droit, mais les sociétés qui ont plus souffert effectivement sur leur secteur, de profiter effectivement de cette nouvelle offre qu'on a mis en place, qui se présente soit sous forme de prêt participatif, soit sous forme d'obligation convertible, avec un différé en ce qui concerne le prêt participatif relativement long, ce qui fait qu'on assimile vraiment ce prêt à des quasi-fonds propres, véritablement, ce qui va permettre aux sociétés quand même de redémarrer. On espère qu'avec le différé qu'il y a, elles auront redémarré pour pouvoir commencer à rembourser le prêt. Quel type de différé, Pierre? On a un différé de 18 mois, sur le prêt participatif. Oui. Et les obligations sont remboursées in fine au bout de 5 ans. Donc les obligations sont vraiment destinées, on va dire, aux sociétés qui ont des projets de développement un peu longs, comme les startups typiquement, qui n'ont pas forcément bénéficié des PGE, qui ont eu des décalages dans leur business plan parce que justement les fournisseurs n'étaient plus en capacité de pouvoir fournir des produits, les centres de recherche pas forcément capables de répondre à la demande non plus. Avec le confinement, tout le monde a pris du retard. Donc effectivement, pour compenser ce retard, globalement, on a mis en place des produits qui correspondaient véritablement à l'attente des chefs d'entreprise. Donc on a une remontée de chefs d'entreprise, on a traduit cette remontée à travers ce prêt participatif et ses obligations. Donc le prêt RSI Covid, c'est son nom de baptême en quelque sorte. C'est une des premières fois dont vous en parlez, je crois, me semble-t-il, au-delà des annonces sur les sites de la région. Critères d'éligibilité, baisse du chiffre d'affaires ? Baisse du chiffre d'affaires sur le secteur ou des secteurs particulièrement touchés. On a des secteurs dont on sait véritablement que ils ont été directement impactés par le Covid. Tout ce qui était, on a parlé de la mobilité, l'aéronautique, tout ça, tous ces sujets-là globalement sont des sujets dont on sait pertinemment que globalement il y a des difficultés et que les difficultés ne sont pas réglées immédiatement. Donc on soulage globalement ces sociétés-là de manière à pouvoir effectivement continuer dans leur projet de développement. On parle bien effectivement de difficultés conjoncturelles et pas de difficultés structurelles. Donc, une attente aussi forte sur les bilans 2020 qui vont arriver. Oui, tout à fait. Comment vous percevez les liasses fiscales qui vont nous arriver ? On s'attend de toutes les façons à une diminution de l'activité. Toutes ces sociétés, nous le premier réflexe qu'on a eu chez RSI, c'est qu'on a commencé à dégrader globalement les prévisionnels en mettant pratiquement le chiffre d'affaires à zéro pendant quelques mois et puis un redémarrage relativement linéaire de ce chiffre d'affaires, ce qui permet effectivement aujourd'hui d'avoir une visibilité et que quand on prend des décisions effectivement sur les dossiers, on prend les décisions en ne mettant pas une pression supplémentaire sur le dos du chef d'entreprise. L'objectif, il est de dire, la situation s'est dégradée, on part de cette situation dégradée pour essayer de remonter la pente.
Merci Pierre. Est-ce qu'on peut dire l'enveloppe globale du pré-Covid? Alors, pour l'instant, le pré-Covid est de 10 millions d'euros. Donc, c'est des toutes petites enveloppes. Hein. Ça reste des prêts, effectivement, d'accompagnement, de suivi. Les garanties, pardon? Sans garantie. Sans garantie. Sans garantie. Différé de 18 mois en ce qui concerne le prêt participatif. 1% de taux d'intérêt et 3% sur les obligations. Ah, voilà, remboursement in fine. Donc, bien sûr, on rajoute de la dette à la dette, on dit souvent ça, mais c'est important de dire que la région met en place un véritable levier, un véritable outil, dans des conditions assez simples d'utilisation. Et merci en tout cas de nous en parler aujourd'hui. Très simple, puisqu'on ne demande pas justement, comme les banques ont quand même été pas mal sollicitées, on ne demande pas forcément de contrepartie bancaire en face. Donc c'est aussi un argument supplémentaire. Ce qui est nouveau pour RSI. Hein. Ce qui est complètement nouveau pour RSI, effectivement, et c'est parce que c'est l'argent de l'Europe qui nous permet de le faire. Il n'y a pas de notion de distorsion de concurrence ou autre. Et donc on peut se permettre effectivement de pouvoir le faire dans ce cadre-là. Et quand l'Europe ça marche, autant le dire. Merci exactement, Pierre, on reviendra tout à l'heure. D'autres annonces pour l'accompagnement? On est en train de réfléchir très fortement, et je pense qu'on aura d'autres choses à annoncer, mais c'est un petit peu tôt pour le dire, une aide particulière sur le secteur du tourisme. On ne peut pas spoiler le sujet? On ne peut pas spoiler du sujet parce que les élus ne se sont pas prononcés, mais bon, globalement, on a un retour qui est quand même relativement favorable. Je pense qu'on aura, si tout se passe bien, on aura un retour dans les 15 jours qui arrivent. Donc le secteur spécifique du tourisme, évidemment, tout à fait, qui a été particulièrement touché, 12% du PIB de la région, donc voilà, il fallait faire quelque chose. Merci Pierre, on reviendra sans doute dans le détail de l'accompagnement de RSI que nous connaissons bien, à la fois sur l'amorçage et les premiers et deuxièmes tours pour nos entrepreneurs. Françoise Vialboco, je vous rappelle que vous représentez l'association française du Family Office. Allez, je vais paraphraser un célèbre journaliste télé sans limiter. Le Family Office, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que le Family Office? Redites-nous un petit peu. Oui, merci Francis. Donc je vais le redire. J'espère toucher des personnes qui ne savent pas encore ce que c'est que le Family Office. Il y en a beaucoup, je vous rassure. Grâce au FinMed, effectivement, il y a eu une belle pédagogie qui a été faite autour de ce sujet. Donc c'est un métier qui en plus est en très fort développement et qui aide des entrepreneurs qui ont vendu leur société, qui sont de plus en plus jeunes. Donc un véritable dynamisme. Donc le Family Office, en fait, c'est un métier de conseil et d'accompagnement d'une ou plusieurs familles dans l'accompagnement dans la pérennité et le développement du patrimoine et dans un but transgénérationnel, donc avec un objectif de passer de façon très dans les meilleures conditions à la génération suivante. Donc le Family Office va accompagner la famille à plusieurs niveaux, sur des conseils en investissement financier, en investissement immobilier, dans l'achat d'hôtels, d'immeubles, etc., en private equity, donc le sujet d'aujourd'hui, donc j'y reviendrai, accompagnement dans la gouvernance familiale, parce qu'il y a beaucoup parfois de familles qui sont un petit peu bloquées par des problématiques de gouvernance familiale où les membres de la famille ne se parlent plus. Et puis dans des investissements, dans philanthropie, dans l'art, dans les fondations, fonds de dotation, etc. Alors aujourd'hui, quelle est la place du private equity dans le Family Office? C'est une place qui est de plus en plus importante, puisque le dernier baromètre qui a été fait par l'AFO, donc je rappelle l'Association française du Family Office, qui est une association qui regroupe l'ensemble des mono-Family Office, multi-Family Office et partenaires du Family Office, qui travaillent avec la même éthique après avoir signé une charte et qui s'engagent à avoir avoir une compétence de bon niveau et puis à fonctionner en honoraire, donc en facturation en honoraire et non pas en rétribution de commission. On ça va veut dire pardonnez-moi tout à fait une transparence. Voilà, ouais. On va s'arrêter sur ce point. Certains peuvent faire la confusion entre banquier privé et family office. Le banquier privé vend des produits, le family office n'en vend pas. Il conseille simplement. Quelques mots là-dessus. Il accompagne effectivement, donc il ne gère pas. Donc on confond souvent Family Office et CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Donc le Family Office ne gère pas, il accompagne, il conseille. Donc il ne détient absolument pas 1 euro des biens de la famille dans ses comptes. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est assez imagé, c'est un chef d'orchestre qui va s'entourer des meilleurs solistes et qui va jouer les solistes étant des experts sur différents niveaux adaptés à la famille, au niveau national et international, fiscaliste, etc. Donc toute une batterie d'experts. Et le Family Office va faire jouer la partition que veut entendre la famille et que la famille a besoin d'entendre. Et le Family Office ne peut pas être violoniste, il est chef d'orchestre. Il est chef d'orchestre, on l'a bien compris. C'est dans ce contexte que certaines familles ont souhaité investir dans nos startups, dans ce que vous appelez le private equity. Oui. Alors c'est intéressant, c'est un nouvel acteur du financement de nos startups qui a 2 ou 3 ans, me semble-t-il. Mais tout de suite, la position, en tout cas la part du financement du private equity dans nos startups du Family Office est déjà très importante. Quelques chiffres peut-être ?
Alors oui, quelques chiffres. L'AFO, donc cette association lance tous les ans un baromètre. Donc le dernier baromètre qui est paru en mai 2020 annonce un pourcentage de 21% du patrimoine des familles investi dans le private equity. Donc c'est un chiffre élevé à comparer à 2017 où il n'y avait que c'était 14% quand même déjà, mais enfin que 14% en private equity dans le patrimoine des familles. Et le pourcentage est de 12% en direct, dans 13% en direct dans le capital des entreprises et le reste via des fonds. Donc cette prise de participation dans le capital en direct dans le capital des entreprises est en augmentation aussi. Donc un véritable appétit effectivement pour les familles d'investir dans cette classe d'actifs. Alors pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une source de diversification. Aujourd'hui, particulièrement peut-être un petit peu plus même après la crise. Donc les marchés financiers, donc les marchés boursiers ont quand même été très volatiles, ont perdu de la valeur. L'assurance vie un peu moins intéressante. Donc le private equity est vraiment une source de diversification importante. Le private equity pour les entreprises le family office pour les entreprises, c'est intéressant, c'est un investisseur de long terme, donc avec un appétit pour les entreprises et une demande des entreprises d'avoir au sein de leur capital des family office. C'est quelque chose qui est très demandé. On reviendra, merci Françoise, on reviendra tout à l'heure sur les solistes dont vous parliez tout à l'heure, notamment les fonds sur lesquels s'appuient les family office. Je voudrais tout de suite donner la parole à Pierre-Jean Rogel. Pierre-Jean, merci d'être à nos côtés. Je le rappelle, vous êtes directeur sud d'Innovatech, groupe d'Inergie. Alors, Innovatech, c'est un spécialiste très connu sur notre territoire en matière de crédit d'impôt recherche. Permettez-moi, si vous le voulez bien, Pierre-Jean, la même boutade que pour Françoise, le crédit d'impôt recherche, comment ça marche? Quelques mots sur les fondamentaux du CIR. Bien sûr. Donc le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif mis en place par l'État pour venir soutenir les investissements que peuvent réaliser les entreprises dans la R&D. Donc qu'est-ce qui définit aujourd'hui la R&D au sens du crédit d'impôt recherche? C'est la création de connaissances nouvelles, l'acquisition de nouvelles connaissances qui vont nous permettre d'aller plus loin que l'état de l'art dans un domaine ou un autre. Bon. Aujourd'hui, comment ça se matérialise? Ça représente un abattement ou une réduction d'impôt de 30%, 30% de l'assiette investie en R&D. Voilà, donc c'est un dispositif qui est vraiment précieux pour les entreprises. Ceci dit, toutes les entreprises n'ont pas les fonds, n'ont pas la puissance pour investir des millions, des centaines de milliers d'euros dans de la R&D. Et en fait, on discute avec bon nombre de chefs d'entreprise qui nous disent voilà, mais moi j'ai l'impression d'innover, j'ai l'impression de faire des nouvelles choses, j'ai l'impression de faire avancer la connaissance. Pour autant, la définition de l'administration de la R&D, elle est trop dure. Je ne rentre pas dans ces cases-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres guichets qui existeraient? Et en fait, c'est là-dessus que d'Inergie s'est aussi construit il y a maintenant une quinzaine d'années. Ça a tout de suite été de se dire, au final, nous, on est étant conseil dans le crédit d'impôt pour les entreprises, puisqu'il y a quand même une grosse partie de l'expertise qui consiste à vraiment démontrer le caractère R&D d'un projet, à démontrer en quoi les travaux vont lever certains verrous. Ayant cette connaissance-là, en fait, il y a 15 ans, nos deux fondateurs, Louis Verret et Xavier Levézy, anciens d'Oseo, ont eu l'idée de se dire, en fait, on va aussi pouvoir apporter une expertise en étant conseil dans la recherche d'aide, d'autres financements pour financer les projets de nos entreprises. Et donc de cette manière-là, une veille constante s'est construite chez nous. Voilà, on a une dizaine de personnes qui travaillent en permanence sur la veille de tous les appels à projets qui peuvent exister, de façon régionale, nationale, européenne. On y reviendra. Et de cette manière-là, de la même manière qu'on conseille nos entreprises sur le crédit d'impôt recherche en pensant moyen terme, 2, 3, 4 ans pour mettre une vraie stratégie en place, on va pouvoir faire pareil sur le financement de l'innovation, qui lui est, on va dire, peut-être un peu moins dur en termes d'exigence quand on va parler de projets de recherche, quand on va parler de projets d'innovation. Et donc c'est un vrai apport qu'on peut aussi mettre à disposition de nos entreprises. Merci Pierre-Jean. Je vais reprendre à mon compte une de vos baselines dans le groupe d'énergie. Vous dites avoir de l'argent c'est bien, en faire bien l'utiliser c'est encore mieux. Donc c'est plutôt ça qu'on va voir ensemble tout à l'heure, mais on reviendra aussi sur le CIR parce que finalement la R&D c'est bien autre chose que la simple R&D technique ou industrielle dont on parle souvent. Je reviendrai évidemment longuement sur ces sujets avec vous. Thomas Gorgis, je rappelle que vous êtes directeur M&A et Transaction Services chez Deloitte Méditerranée. Alors
ces 7 ou 8 mois que nous venons de vivre ont fondamentalement changé, excusez-moi, nos relations avec le banquier. Comment percevez-vous, lorsque vous avez à accompagner une opération de M&A ou un client simplement dans son approche bancaire, comment percevez-vous ces évolutions? Qu'attend le banquier aujourd'hui de l'entreprise qui est son client? Comme il a été dit lors de la première conférence, le mot qui est ressorti, c'était vraiment essayer de rassurer et d'avoir une bonne communication. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire pour la société de bien s'équiper en termes d'outils comptables et reporting pour essayer d'être transparent et d'apporter de la fiabilité et de la pertinence aux chiffres que l'on communique aux banquiers, pour qu'ils soient le reflet le plus juste de la réalité. Thomas, pardon de vous interrompre, doit-on comprendre aujourd'hui qu'un business plan le mois d'octobre 2020 est différent que celui que vous faisiez en février 2020? Complètement. Pourquoi et en quoi il est différent? En quoi il est différent, puisque désormais on demande donc les business plans qui a été faits ou pour la plupart des budgets qui ont été faits l'an dernier pour cette année, il va y avoir la plupart des sociétés, on a un degré de granularité qui peut être parfois assez macro. Qui a été fait de manière macro simplement pour donner des tendances en fait de marché, et cet exercice-là était simplement pour illustrer une tendance sur l'année à venir et les prochaines années. Désormais, on demande vraiment à partir d'un instant T, quelle est la vision sur les prochains mois, donc d'avoir vraiment une idée précise via soit un carnet de commandes pour pouvoir anticiper en fait l'atterrissage 2020 qui servira de base ensuite à modéliser le 2021. Donc les sociétés qui n'étaient pas bien équipées en termes de monitoring de l'activité ont dû commencer à mettre en place ces outils-là, notamment des suivis mensuels pour déjà essayer d'estimer quel est l'impact en fait du ralentissement. Est-ce que ce ralentissement est vraiment de très court terme, de quelques mois en fait, sur la durée du confinement, et avec une potentielle reprise en fait post-confinement, mais aussi essayer de voir si ce ralentissement et la reprise va se faire de manière plus lente que prévu. Donc beaucoup d'entreprises que l'on a conseillées ont mis en place des systèmes de monitoring et surtout ont mensualisé en fait le business plan pour 2021, pour justement, s'il va y avoir des décalages dans la reprise, essayer d'avoir la vision la plus fine en fait et l'appréhension la plus fine de ce redémarrage. Merci Thomas, on pourrait presque dire en synthèse de vos propos qu'on passe de la prévision à la vision. Exactement. Merci. En tout cas, on reviendra sur ces sujets-là parce que cette granularité dont vous parlez est très importante. Nos entrepreneurs doivent avoir une vraie vision des quelques mois qui vont arriver devant eux et non plus prévoir un 12 ou un 18 mois comme on le faisait avant. Tout ça impose évidemment beaucoup de communication et beaucoup de connaissances de son business. Pierre-Jean, je reviens à vous. Pierre-Jean Rogel, je rappelle, groupe d'énergie Innovatech. Alors, on a parlé tout à l'heure rapidement du CIR. Quelles sont les entreprises qui ont droit au CIR? Est-ce que toutes les entreprises sont éligibles dès lors qu'elles ont de l'innovation? Et l'innovation va se nicher un petit peu partout dans l'entreprise. Ouvrons un peu le champ de ça. Est-ce que toutes les entreprises sont éligibles et comment vous allez trouver l'innovation dans l'entreprise? Et j'aurai une deuxième question derrière, c'est son financement. Alors, elle est très intéressante cette question justement parce qu'on parle de CIR et d'innovation. En fait, je voudrais revenir sur une différence qui est fondamentale, c'est celle entre la recherche et l'innovation. En fait, la recherche, c'est quoi? Le but, c'est d'utiliser des fonds, des technologies pour aller créer des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies. L'innovation, le but, c'est de capitaliser sur ces connaissances et ces technologies nouvelles pour aller créer de la valeur ajoutée, qui souvent se mesure en profit pour les entreprises, en recherche de croissance. Il y a de plus en plus en tout cas de projets à impact qu'on peut accompagner, où là on va plutôt mesurer le profit en fait en inclusion, en création d'emplois, etc. Mais bon, c'est pas forcément le sujet sur lequel je veux m'étendre aujourd'hui. En tout cas, voilà, on comprend bien qu'il y a une différence entre la recherche au sens du dispositif CIR et l'innovation.
Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que on accompagne, je vous disais avant, voilà, c'est l'occasion de se poser avec nos clients pour vraiment réétudier la stratégie R&D. Et en fait, on se rend compte, notamment avec l'arrivée du digital, qu'il y a de plus en plus d'entreprises dans lesquelles, en fait, qui même sans le savoir, font de la R&D, mais non technologique. C'est vrai qu'on associe souvent la R&D à la technologie, au développement de technologies nouvelles. Alors qu'en fait, on se rend compte, par exemple, une entreprise qui va développer un nouvel ERP, voilà, des systèmes de logiciels complexes dont en fait il y a une vraie acquisition de connaissances à avoir dans l'usage qui va en être fait, dans le contexte, l'environnement dans lequel cette technologie va être implantée. Et ben voilà, là on se rend compte qu'en fait il y a de l'acquisition de connaissances nouvelles, il y a de l'état de l'art à faire avancer dans des sciences qui sont en fait plutôt dites molles, des sciences humaines et sociales, puisqu'en fait la façon dont la technologie va être appréhendée et mise en usage constitue parfois un vrai verrou dans le développement du projet. Voilà. Et donc, alors, c'est pas possible pour toutes les entreprises. Hein, il faut vraiment pas généraliser. Ça demande une analyse au cas par cas. Mais on a certains de nos clients pour lesquels on a pu faire doubler l'assiette de CIR. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des profils comme des personnes au marketing, des personnes au commercial, qui jouaient un vrai rôle dans l'acquisition et le développement de ces connaissances nouvelles. Donc l'innovation, parfois, va se nicher dans l'entreprise là où on ne l'attend pas. Et c'est tout le sens de l'expertise Innovatech que d'aller optimiser ces postes-là. C'est ce que vous nous dites. Voilà, exactement. Et de manière un peu plus large, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une vision à moyen terme. Quand on va parler financement, en tout cas sur ces guichets de financement-là, c'est vraiment sortir de l'opportunisme pour aller vers une démarche plus systématique. C'est quelque chose qu'aujourd'hui impose le CIR, puisqu'on va non plus parler de projets, mais de thématiques R&D récurrentes dans l'entreprise. Et ben en fait, il en est de même pour les financements de l'innovation. On en a parlé, la région met énormément de financements à disposition des entreprises, de manière nationale aussi avec le plan de relance, voilà, sur lequel on accompagne bon nombre de clients. Il y a aussi le Green Deal, 1 milliard pour financer des projets impact, c'est vraiment génial. Maintenant, ceci dit, voilà, c'est nous là où on sensibilise les entrepreneurs, les porteurs de projets, que ce soit parce qu'on parle beaucoup des startups, mais il y a aussi, comme vous le disiez, bon nombre de PME, TPE qui innovent beaucoup. Voilà, il faut pas se transformer en chercheur d'aide et on voit parfois ces dérives arriver qui est à force de chercher des aides, à force de postuler à des programmes d'innovation. Et ben en fait, le projet il pivote complètement et on n'est plus en train de faire ce qu'attend le marché, mais on est en train de faire ce qu'attend le financeur. Et donc là où on a un rôle à jouer aussi, nous, c'est de dire, voilà, votre travail, c'est de trouver des clients. L'argent des clients, il vaut bien plus que l'argent des financeurs. L'argent des financeurs, il sert juste à survivre plus longtemps en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, nous qui connaissons bien vos projets, de par le CIR, on peut vous accompagner à monter ces projets d'innovation, à répondre auprès de ces financeurs, pendant que vous pouvez continuer à passer du temps sur chercher des clients, qui est en fait la chose la plus importante, la plus cruciale quand on parle d'innovation. Voilà. Donc le CIR comme une porte d'entrée finalement pour permettre de véritablement gérer l'innovation dans l'entreprise, c'est ça que propose le groupe d'Inergie et Innovatech Conseil. Innovatech, pardon, on reviendra tout à l'heure sur ce que vous appelez la gestion de l'innovation dans l'entreprise. Françoise, vous parliez tout à l'heure des solistes dans l'action du Family Office sur le private equity. Vous parliez de fonds, avec 2 types d'investissements pour un Family Office, directement dans le bilan d'une entreprise et aussi via des fonds. Donc cela signifie que les familles vont s'appuyer sur des fonds sans doute locaux parfois pour aller correctement analyser le risque start-up, le risque private equity. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Dites. En fait, il y a 2 types déjà de family office. Il y a des mono-family office, donc c'est une équipe qui ne va s'occuper que d'une famille, en général avec un patrimoine relativement important. Et puis il y a des multi-family office. Qu'est-ce que ça veut dire un patrimoine important? Oui, alors on parle vraiment, toujours ennuyeux de parler de chiffres, 300-400 millions d'euros de patrimoine à surveiller. Donc, et puis il y a des multi-family office donc, qui vont s'occuper de plusieurs familles, donc soit multi-family office indépendants, soit bancaires.
donc ils sont tous représentés ici sur la place. Donc en fait, les monofamily office, alors premier cas de figure, très souvent vont créer leur propre fonds d'investissement, avec donc des objectifs différents en fonction de la famille, et vont investir donc dans des entreprises à des niveaux qui peuvent être assez importants. Donc on peut citer le fonds, excusez-moi de parler de Jean-Michel Aulas, mais il a un fonds qui s'appelle Allnest, donc à Lyon, et qui est assez important. Il a fédéré, Françoise. oui, et qui a fédéré pas mal de familles avec lui. Il y a des fonds, donc c'est un petit peu un fonds d'entrepreneurs. Il y a le fonds de la famille Tétis, il y a le fonds d'Entresangles, la Chinov, je cite à chaque fois parce qu'en plus c'est un fonds qui investit dans les projets. Donc vraiment dans les projets, surtout dans le secteur du numérique et en B2B. Voilà, il y a une multitude de fonds qui existent et qui sont importantes à regarder pour les entrepreneurs qui cherchent des investisseurs. À côté de ça, il y a les multifamily office, eux, vont orienter leurs clients vers des fonds. Effectivement, alors il y a des fonds dans la région, il y a des fonds d'entrepreneurs. Bon, ici dans la région, il y a le fonds Tertium, donc qui lui a fédéré en fait plusieurs familles plusieurs chefs d'entreprise pour investir dans les entreprises de la région. Il peut y avoir des co-investissements avec des fonds. On n'a jamais fait ici avec Pierre Joubert, mais c'est vrai on a déjà échangé là-dessus. Et effectivement, il pourrait y avoir des co-investissements. Donc cette fois-ci en direct, c'est à côté de la région. Et puis après, il y a des fonds qui sont créés aussi par des multifamily office. Qui créent leurs fonds. Alors moi, j'ai plusieurs casquettes parce qu'effectivement, je peux avoir comme ça vraiment un vrai recul sur ce qui se passe sur le private equity au niveau des family office, parce que je suis senior advisor effectivement d'un multifamily office qui est très porté sur le private equity, qui s'appelle FAIR. Et là, nous sommes en train de créer un fonds qui va, en fédérant des clients en fédérant d'autres monofamily office et en invitant nos clients familles à investir dans ce fonds. Donc c'est un fonds qui est en création. Donc c'est un peu la première fois qu'un multifamily office va créer son fonds. Et puis je suis également administrateur dans un monofamily office cette fois-ci, et enfin dans une société de gestion qui appartient à une famille qui est la famille qui détient le groupe Ouest France, donc un fonds relativement important, donc qui a pour but d'investir effectivement le patrimoine des actionnaires d'origine du groupe Ouest France, qui est le premier PQR en France. Et donc nous avons investi dans une dizaine d'entreprises en direct, beaucoup dans le secteur de la mobilité, dans l'industrie. Donc ça, c'est un secteur avec FAIR aussi qui est assez recherché, l'industrie, donc des secteurs plus traditionnels. Et puis dans la technologie, dans le numérique, etc. Et puis nous investissons également dans des fonds. Dans des fonds dédiés, pareil, sur les mêmes secteurs d'activité. Merci Françoise. Type de possibilités d'investir, de faire investir les familles dans les entreprises. Ceux qui sont intéressés pourront d'ailleurs vous contacter via le FinMed évidemment. Mais on voit qu'après l'émergence, l'arrivée sur le marché du Family Office dans le financement de nos startups, ce mouvement s'amplifie, se solidifie. C'est un véritable acteur aujourd'hui. C'est tout le sens d'ailleurs de cette conférence. Et il se diversifie. On reviendra peut-être sur Tertium, en tout cas un fonds local. En 2 mots, est-ce que le mouvement de financement du private equity par les family office sur notre territoire existe? Il est à son début. Est-ce que nous sommes un territoire bien doté à ce niveau-là ou un peu en retard? En fait, j'ai du mal à vous répondre sur des chiffres sur le territoire. Mais est-ce qu'il y a des investissements aujourd'hui sur les startups? Oui, il y a des investissements qui sont faits. En fait, le choix n'est pas du tout des familles, ce n'est pas du tout un choix d'investir dans une région par rapport à une autre. Donc, on est dans une région quand même dynamique avec un choix de start-up, de secteur d'activité tout à fait différent. Donc, c'est une région qui est très regardée par les familles et par les personnes family office qui accompagnent ces familles. D'accord. Merci Françoise. Pierre Joubert, je rappelle que vous êtes directeur général de Région Sud Investissement. Alors, on a eu l'effet d'annonce tout à l'heure du prêt RSI Covid, mais peut-être d'un prêt, en tout cas de l'accompagnement pour les entreprises du tourisme bientôt, dans une quinzaine de jours. Au-delà, RSI est un acteur historique du territoire. Est-ce que le deal flow de dossiers que vous avez accompagnés reste le même? Vous avez perçu des mouvements sur ce deal flow? Comment ça se passe? Oui, c'est une très très bonne question. Au-delà en fait des prêts nouveaux, on a fait
une modification un peu de notre feuille de route cet été. On a vu qu'il y avait énormément d'opportunités dans la région avec des trous dans la raquette sur notamment des PME plutôt. On a fait beaucoup la start-up pendant des années, on a été connu là-dessus. Maintenant, effectivement, on a beaucoup de projets au niveau des PME. Il y a des opportunités, on en a parlé tout à l'heure, avec des baisses de valorisation et des volontés d'acquisition. Pour ça, j'aurais tendance à dire qu'au-delà des prêts qui ont été mis en œuvre, il y a eu un gros travail de fait au niveau de la région. On en a parlé au niveau des entreprises, mais sur la structuration des réponses, et notamment une collaboration assez étroite avec les services de la région sur l'économie et sur l'agence Rising. Et donc ça nous ouvre des opportunités nouvelles à l'heure actuelle, parce que le fait de travailler ensemble, en fait, on arrive à détecter des besoins de gens qui nous voyaient avec une image un peu trop start-up et un peu moins sur la PME. Aujourd'hui, comme Françoise en a parlé, on est beaucoup plus à même aujourd'hui de travailler avec des family office, notamment parce qu'on arrive sur des structures d'entreprise beaucoup plus solides, avec une visibilité très différente. Et ça commence à se traduire dans les chiffres, puisque la question a été posée, puisqu'on va avoir, je pense, dans les 2 prochains mois, une multiplication x2, x3 de nos dossiers passés en comité. Donc on est en train d'exploser là les chiffres. On s'était un petit peu attendu, mais on ne s'attendait pas à avoir de tels résultats aussi rapidement. Donc en fait, on a là dans les prochains comités notamment énormément d'entreprises qui vont nous solliciter pour ouvrir leur capital et avoir des prises de participation de la région. Alors c'est souvent le cas, je l'ai dit au préalable, avec des financements publics, parce qu'on a beaucoup de sociétés patrimoniales dans la région. Ces sociétés patrimoniales, le fait d'ouvrir des fois son capital à un fonds public, un fonds patient comme peuvent l'être les family office, permet effectivement de donner de la visibilité à l'entreprise et de recréer de la valeur avant effectivement derrière de pouvoir soit céder, soit partir dans d'autres aventures, l'international ou d'autres sujets comme ça. Donc aujourd'hui, on a un virage qui est fait, et ce virage donne finalement des résultats relativement rapidement, puisque effectivement on a une grosse augmentation globalement des prises de participation là dans les quelques semaines, les quelques mois qui arrivent. Merci pour cette information importante. Doit-on comprendre, Pierre, que l'ouverture du capital est une décision de gouvernance qui aujourd'hui se répand en quelque sorte pour financer le développement? C'est un peu nouveau, justement puisque nous sommes sur un territoire où il y a beaucoup d'entreprises familiales, patrimoniales, donc c'est assez nouveau d'ouvrir le capital, notamment auprès d'un fonds public. J'aurais tendance à dire que c'est toujours compliqué pour une société familiale d'ouvrir son capital, parce qu'elle a une vision très patrimoniale, effectivement. Culturellement, c'est comme ça que ça se passe. Il n'empêche qu'on est dans une période de crise avec une visibilité qui est différente d'une visibilité classique. On en a parlé, je crois que les intervenants avant en ont parlé. Donc la visibilité est différente. Il y a effectivement certaines sociétés qui ont un mur de dette qui arrive. Il y a des sociétés qui sont obligées de se restructurer financièrement et d'ouvrir effectivement avec un fonds public, c'est quand même beaucoup plus simple que d'ouvrir 100% sur du privé. Alors nous, on intervient toujours avec un fonds privé, et on intervient toujours pari passu par rapport à les fonds privés. Il n'empêche quand même que le fait d'avoir effectivement quelqu'un qui garantit globalement une sorte d'accompagnement derrière, ça permet effectivement de faciliter la démarche. Et cette démarche, elle est pour que la société continue d'exister, qu'elle continue son projet de développement et qu'elle puisse effectivement recréer de la valeur avant effectivement d'autres opérations qui sont prévues dans sa stratégie. Merci de cet éclairage, Pierre. Thomas, on l'a vu tout à l'heure, nos entrepreneurs doivent plus que jamais communiquer et passer de la prévision à la vision. Est-ce que vous avez, vous, été tenu finalement de construire de nouveaux outils de pilotage pour vos clients, pour les entreprises que vous accompagnez, au-delà de l'évolution des BP classiques que nous connaissons? Est-ce qu'il y a de nouveaux outils qui émergent aujourd'hui? Alors, en termes de nouveaux outils, j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de nouveaux outils. C'est plus, on va dire, un recentrage sur la retranscription du business model. On ne va pas demander vraiment à créer des usines à gaz ou solliciter, on va dire, le dirigeant uniquement sur la production de chiffres, puisqu'il a d'autres chats à fouetter, excusez-moi de l'expression, mais en revanche, c'est avoir un minimum de monitoring. Ça peut être juste un suivi du chiffre d'affaires, de la marge, de la trésorerie, donc vraiment on va dire des KPI de base pour pouvoir voir au mois le mois ou à minima au trimestre par trimestre les évolutions et les éventuels dérapages, on va dire. Mais vraiment, on peut partir de la comptabilité et avoir créer des outils assez simples à partir
de la comptabilité. Et le but est vraiment d'essayer de mettre à plat, en fait, d'arrêter que tout soit dans la tête, en fait, du dirigeant et d'être de plus en plus retranscrit dans des modèles. Mais encore une fois, ça peut être des modèles vraiment très simples. On travaille sur des modèles Excel, donc on ne demande pas de révolutionner les choses, mais juste d'être transparent. Et si j'ai un conseil à donner, c'est dans les business plans, ne pas s'arrêter en fait au chiffre d'affaires et à la marge, mais de pousser l'exercice jusqu'au au flux de trésorerie pour vraiment mettre en exergue des besoins de financement et faciliter en fait la communication avec ses partenaires financiers. Donc ce souhait très affirmé de communication et de transparence, est-ce que vous observez que les entrepreneurs sont prêts à l'appliquer? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont décidés à être plus transparents peut-être? Dans les sociétés que l'on accompagne, oui, et vraiment, ça a permis surtout de lever certains discours ou appréhensions sur une potentielle, les décalages de reprise. C'est vraiment pour pouvoir, ils ont bien compris que c'est juste la traduction en fait de leur stratégie. Et justement, s'il y a des dérapages, ça permet de les mettre en avant pour encore une fois mettre en avant certaines problématiques. Donc les entrepreneurs que l'on accompagne sont tout à fait au fait et ont mis en place ces outils-là. Donc plus que jamais, souhait de transparence et volonté de nos entrepreneurs de l'être transparents à l'égard des professionnels du chiffre que vous représentez et de leurs banquiers. Et merci Thomas. Pierre-Jean, je voudrais revenir, Pierre-Jean Rogel, sur la notion d'innovation. On a parlé tout à l'heure du CIR, de la manière dont on allait le détecter dans l'entreprise, et c'est l'expertise d'Innovatech. Mais à partir du CIR, vous nous avez en quelque sorte teasé tout à l'heure le core business de Dinergy en parlant d'innovation, de développement d'innovation, ou bien de gestion d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire gérer l'innovation dans l'entreprise pour Dinergy? Ouais, c'est vrai. En fait, cette ingénierie financière dont je vous parlais avant de l'innovation nous a permis, en fait, parfois d'arriver à financer les projets quasiment à 100%, en fait, en mixant ces différents guichets, de la subvention, de la dette bancaire, du crédit d'impôt recherche. On arrivait parfois à financer presque à 100% les projets de nos clients. Et en fait, de là est née une frustration qui était de se dire, c'est génial, on arrive à financer plein de projets. Pour autant, ils n'amènent pas forcément de la valeur sur le marché. 5 ans après, il n'y a toujours pas d'emplois qui ont été créés, ça s'est toujours pas développé. Pourquoi? Et en fait, c'est de cette frustration qui est née il y a une dizaine d'années notre activité en gestion de projets d'innovation, qui a consisté en fait à comprendre pourquoi, comment identifier les incertitudes et comment améliorer les chances de succès d'un projet d'innovation. Et c'est cette expertise-là qu'on a voulu aussi amener à nos clients, encore une fois, pour faire des choses qui ont du sens, faire des choses qui sont efficaces et maximiser, on va dire, les investissements des différents financeurs pour qu'ils amènent vraiment, in fine, de la valeur sur le marché. Alors, qu'est-ce qui caractérise vraiment un projet d'innovation, en fait? C'est qu'on fait quelque chose de nouveau. On fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Prenez par exemple quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, qui veut ouvrir une boutique de chaussures. Bon. Voilà. Normalement, s'il fait bien son boulot, il analyse sa zone de chalandise, il sait exactement quels sont les produits qui vont être vendus, quels sont les prix acceptables, le nombre de personnes qui vont venir en fonction de l'investissement qu'il va mettre en pub, etc. Bon. Demain, vous voulez ouvrir un service de free floating de trottinettes. Vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas comment, de quelle manière les gens vont les utiliser, quelle est la valeur en fait qu'ils vont vouloir en tirer. Est-ce qu'ils vont s'en servir pour aller au boulot? Est-ce qu'ils vont s'en servir plutôt dans un cadre familial? Combien ils vont être prêts à payer, etc. Voilà. Autant de questions qui nous font dire qu'en fait un projet d'innovation, j'aime bien ce parallèle, c'est comme conduire une voiture en fait dont le pare-brise serait totalement opaque et dont vous aurez seulement les rétroviseurs à votre disposition pour savoir où vous allez. Voilà. Ce n'est qu'à posteriori qu'on peut se rendre compte de la valeur qu'a amené une innovation sur le marché. Et donc en fait, tout l'enjeu pour un entrepreneur, pour une PME qui se lance dans un projet d'innovation, c'est d'essayer de comprendre quelle valeur il va amener au marché. Et pour ça, souvent, il n'y a pas besoin d'investir des millions dans la faisabilité technologique du projet en fait. Et là où on va vraiment sensibiliser nos clients,
c'est sur ce côté, la prochaine chose que vous devez tester. Voilà, quand un entrepreneur vient nous voir, quand un service innovation d'un groupe vient nous voir, on leur dit la prochaine chose que vous devez tester, c'est celle qui a le plus de risques de faire capoter votre projet. Et souvent, 9 fois sur 10, c'est l'appétence commerciale, c'est trouver des gens qui sont prêts à acheter en fait. Le marché, en quelque sorte. Voilà, exactement. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que de se dire voilà mon marché total adressable, etc. Voilà le nombre de gens, de centaines de milliers de personnes qui achetaient hier des chaussures et qui donc demain vont acheter mes chaussures. Mais c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut avoir vraiment des preuves d'intérêt de personnes ciblées, des preuves de vente, des précommandes, voilà, vraiment des marques d'engagement fortes de ces personnes-là. Et aujourd'hui, avec le digital, en fait, ça devient de plus en plus possible parce que vous achetez tout le temps des valeurs de promesse, en fait. Quand vous achetez un stylo sur Amazon, ce que vous achetez, c'est pas un stylo, c'est pas son usage, c'est la promesse qu'on vous en fait. C'est parce que il y a telle fonctionnalité qui vous plaît, il y a telle couleur qui vous plaît, etc. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que n'importe quel projet d'innovation, quand il est au stade de l'idée, on va pouvoir tester la valeur de promesse. Et c'est d'ailleurs la promesse de la plateforme Kickstarter qui fait ça très bien. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'une entreprise qui a un projet d'innovation, qui a une idée, est-ce qu'en dépensant 20, 30, 40 000 euros dans des tests marchés, dans un commercial qui va déjà essayer de vendre le produit avant qu'il n'existe, etc., est-ce qu'on arrive à trouver des preuves d'engagement suffisamment fortes, des gens prêts à vous faire des chèques? Et en fait, si en dépensant 40 000 euros là-dedans, on ne trouve pas ce retour du marché, et c'est pas en dépensant 400 000 euros ou 4 millions dans un démonstrateur, dans la technologie, qu'on va arriver à la vendre en fait. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, d'avoir une approche un peu qui est de se dire, nous en fait ce qu'on cherche à faire c'est tuer le projet le plus tôt possible, et si on trouve pas de raison de les tuer, c'est que ça peut marcher. Ça veut dire que ça peut marcher et qu'ils ont une raison d'exister. Après, faut-il encore arriver à les développer, c'est une autre chose. Mais bon, voilà, en termes d'investissement, ça fait quand même plus de sens. Et c'est vrai que quand c'est ce à quoi on sensibilise nos clients et ce qu'on explique aux financeurs quand on va chercher des fonds, souvent ça les rassure, en fait, ça les rassure beaucoup. Et c'est vrai que voilà, ça crée un cercle assez vertueux. Merci Pierre-Jean Rogel, vous nous donnez envie de découvrir la méthodologie de Dynergy, et certains d'entre nous, certains entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, j'en suis persuadé, auront hâte de la découvrir et pourront vous contacter via le FeedMed, bien sûr. Nous allons bientôt arriver à la conclusion de cette conférence et je vous remercie vraiment, chers amis, d'avoir illustré ce thème. Nouveaux usages, on l'a vu, nouveaux acteurs, on l'a vu aussi, Family Office, un acteur historique, Région Sud Investissement, mais des nouveaux outils présentés par Pierre. Pour conclure cette table ronde, quelques mots, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la première conférence, votre vision des quelques mois qui arrivent devant nous, fin d'année et le début 2021. Pierre Joubert, votre vision pour Région Sud Investissement? Oui, donc on a parlé effectivement des nouveaux outils, on a parlé effectivement de la cohérence qu'on a mis au niveau de la région. La région nous a sollicité pour être super dynamique, donc de proposer effectivement d'avoir une réactivité beaucoup plus importante avec des comités de plus en plus nombreux. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que globalement aujourd'hui les outils sont en place pour relancer la mécanique, relancer la machine, qu'il y a des opportunités qui se créent. On a eu des sociétés qui sont très très bien comportées. Donc ma conclusion, elle se tient en 2 mots, c'est essayez-nous. Vous verrez, vous serez certainement surpris de notre activité, de la qualité des produits qui sont proposés. Et donc n'hésitez pas effectivement à vous positionner, à venir nous rencontrer, de manière à pouvoir effectivement relancer l'activité et repartir, profiter des opportunités qui sont actuellement sur le marché. Merci Pierre, je retiens le « essayez-nous » de la région, je suis persuadé que beaucoup vont essayer. Françoise Vialbreco. Oui, donc je suis assez positif et assez optimiste après avoir entendu ces 2 tables rondes et les acteurs donc d'ici de cette région, donc au niveau accompagnement des startups. Donc je pense qu'effectivement il va y avoir un joli choix pour les familles. Donc essayez-nous, on va essayer, les familles j'espère vont essayer la région. Mais par contre, excusez-moi, mais juste un petit point, on n'a pas parlé de l'humain, je trouve, dans le choix,
en tout cas pour les family office, l'humain est important quand il va investir dans une entreprise. Donc il faut effectivement avoir un bon feeling évidemment avec le dirigeant d'entreprise, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne gouvernance qui soit mise en place déjà dans l'entreprise dans laquelle il va investir. Donc ça, c'est un élément dont a parlé Alexandra tout à l'heure, mais sur lequel j'insiste. Donc la gouvernance est importante donc dans les entreprises, dans les startups, ainsi de suite, et particulièrement ou pas, enfin en tout cas beaucoup pour les family office. Donc l'humain est très important donc ne pas l'oublier. Merci de cette précision, Françoise. Pierre-Jean Rogel, quelques mots de conclusion et de vision pour Dynergy Innovatech. Effectivement, on a la chance, je pense, en Europe et encore plus en France, de vivre dans un pays qui est vraiment qui fait des efforts assez colossaux pour soutenir la R&D et l'innovation. Souvent cette petite blague, hein, on appelle ça le paradis fiscal de l'innovation, la France. Et on le voit, voilà, tout le monde est très optimiste. Moi, je trouve ça super. Il y a plein de financements qui arrivent, plein de possibilités qui arrivent pour les entreprises. Et en fait, ce qu'on se doit, et je pense notre mission aujourd'hui, notre engagement, c'est de gérer ça de la façon la plus efficace possible. En fait, notre engagement auprès des financeurs et auprès des clients qu'on accompagne, c'est de se dire comment on amène un maximum d'efficacité, comment on maximise 1 euro financé pour qu'il en rapporte 3 derrière. Voilà, sensibiliser l'innovation à cette approche héroïste, c'est aujourd'hui la volonté qu'on a et aujourd'hui voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec pas mal de financeurs, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des banques, pour vraiment leur mettre à disposition ces outils pour leurs entreprises, pour les clients qu'ils accompagnent, pour qu'ils puissent maximiser ces fonds levés et faire des choses vraiment qui ont du sens en évitant les gâchis. Voilà. Merci Pierre-Jean Rogel. Thomas Gorgis pour Deloitte, quelques mots de conclusion. Donc, pour conclure, c'est surtout conseiller aux sociétés de profiter de ce temps-là pour mettre en place des outils de monitoring et de prévision qui sont vraiment adaptés et qui sont le reflet de leur business model et de leurs futurs besoins de financement, puisque justement aujourd'hui plus que jamais on va dire la fin entre guillemets des PGE va amener les sociétés soit à restructurer une partie ou la totalité de leur dette ou d'utiliser des instruments equity ou private equity, et le besoin de communication est plus que jamais là, donc profiter de ce temps-là pour mettre en place des outils de monitoring, et notamment financiers. Merci Thomas, merci à vous 4 d'avoir participé à cette deuxième conférence du FinMed Provence 2020. Je renouvelle nos remerciements auprès de la ville de Marseille qui nous accueille aujourd'hui au Pôle Média et à Marseille Innovation qui nous accueille dans ses locaux dans le Pôle Média Belle de Mai. Merci à tous nos partenaires évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de matinée à toutes et à tous. Vous retrouverez les conférences du FinMed Provence 2020 en replay sur notre site fidmed.fr, fid-med.fr. Je rappelle que vous avez suivi ces conférences ce matin sur les réseaux sociaux FinMed Provence et Medinsoft, et que cet après-midi, vous retrouverez des conférences liées aux industries créatives et culturelles sur les réseaux sociaux de Medinsoft. Merci et à très bientôt.